Bonsoir, de la parole aux actes n'aura duré que 72 heures, en tout cas moins de 72 heures avant qu'on apprenne la démission actée du gouvernement Mwamba, démission aussitôt entérinée par le chef de l'État. Reste maintenant aujourd'hui à connaître la composition de l'équipe gouvernementale. Quel type de gouvernement ? Quelle politique économique et stratégie économique implémentée pour permettre évidemment au Congo de sortir de la crise économique. Des questions qui restent complètement ouvertes, entendu que la crise économique et financière dans laquelle le pays se trouve plongé nécessite à la fois une équipe efficace, une équipe de combat, une équipe qui soit résolument tournée vers l'action. 3 mots à retenir, 3 mots-clés, efficacité, combativité et bien évidemment action, l'activisme ou la recherche des solutions. Cela sera bien évidemment au cœur de cet entretien que je me propose donc d'engager avec l'un des spécialistes en management. On dirait même de lui qu'il est le prophète de l'émergence économique, dixit en tout cas le ministre Bruno Jean-Richard Idoie. Bonsoir, Dr Kins. Bonsoir, Jean-Pierre. Alors, docteur, on dit de vous que vous êtes prophète. Une question tout à fait provocatrice. À quoi ramenez-vous finalement la notion de prophète ? Bon, le prophète, c'est celui qui annonce des choses qui vont arriver. Et ces choses peuvent arriver après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, 20 ans. Je pense plutôt que pour le reste, il faut peut-être demander au ministre Jean-Richard Bruno Idoie pourquoi il m'a qualifié de prophète. Il avait dit que c'est le prophète de l'émergence. Bon. Je me verrai pas de l'émergence finalement. Est-ce que on apprend beaucoup de choses. Vous avez une vision à vous, mais dans cette vision, vous dites beaucoup de choses. Vous apprenez beaucoup de choses. Vous êtes pratiquement le premier qui a mis sur le marché, permettez-moi entre guillemets, marché, la notion même de logiciel mental. Vous avez amené la gare, la gestion axée sur les résultats. Et puis on parle de l'émergence, même si le ministre Bruno Idoie parle de prophète de l'émergence. Bon, il y a plusieurs définitions de l'émergence économique. Je crois que la plus simple, c'est celle que j'ai énoncée dans mon livre qui sera sur le marché le 25 août et qui s'intitule « La mécanique de l'émergence économique ». Dans cet ouvrage, j'ai défini l'émergence comme étant simplement un état intermédiaire entre le sous-management et le développement. Vous voyez que je ne parle même pas de sous-développement. Vous parlez d'état comportemental, état. Vous parlez de quel état? Mais c'est état intermédiaire. Oui. Non, c'est pas l'attitude. C'est-à-dire que c'est un état intermédiaire entre le sous-management et le développement. Bon, d'autres auteurs définissent cet état intermédiaire avec des indicateurs de performance, socio-économiques ou statistico-économiques. Et moi, je pense qu'en disant que c'est l'état intermédiaire, ça montre déjà qu'on quitte un état pour un autre. Alors, mais état intermédiaire, avec une précision, cet état intermédiaire, on y entre avec une forte volonté politique. C'est-à-dire que je pourrais me dire avec une grande dose de volontarisme. Regardez ce qui se passe au Rwanda. L'état intermédiaire. Non, c'est-à-dire qu'on rentre dans cet état d'émergence, mais parce qu'on on adopte une attitude volontariste. Vous voyez ce qui s'est passé à Singapour avec Lee Kuan Yew. Vous voyez ce qui s'est passé en Corée du Sud avec Park Chung-hee. Et vous voyez ce qui se passe sous nos yeux avec Paul Kagame. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement proclamer qu'on veut être émergent, mais c'est surtout aussi faire preuve de volonté politique. Une très forte dose de volonté politique, parce que sans cette forte dose de volonté politique, l'émergence économique ne pourrait même pas avoir lieu. Et je peux même encore aller plus loin. J'ai eu la chance d'assister aux journées de la SNE. C'était le 29
La Société nationale d'électricité. Oui. Et nous avons suivi l'exposé de la Sénélec, la Société sénégalaise d'électricité. Et l'exposant a dit Macky Sall est arrivé au pouvoir en sachant que Wade avait été victime des émeutes d'électricité. Donc, volonté politique, il a nommé un ministre de l'énergie. Pas énergie et, non, seulement énergie. Deuxièmement, il a mis à niveau toutes les infrastructures de la Sénélec. Il s'est mis à payer les factures d'électricité, parce que l'administration ne payait pas. Les factures aussi d'éclairage public, il a payé. Et en 2015, il a dit à la Sénélec, maintenant, c'est à vous maintenant de prendre le relais. Voilà. Donc ça, c'est la volonté politique. Il a rééquilibré au début. Ben, en fait, nous par exemple, quand nous avons dit maintenant l'État a la volonté de relancer la SNE, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il commence d'abord par payer ses factures, éclairage public. Et la conséquence dans tout cela, de cette stratégie appliquée par Macky Sall? La Sénélec aujourd'hui a un taux de recouvrement de 98%, alors que notre société nationale a un taux de recouvrement de 50%. La Sénélec a 2400 employés pour 1 600 000 abonnés, alors que nous avons 2400 employés aussi, mais pour 300 000 abonnés. Alors, vous voyez que s'il y a une volonté politique... Ça vous ramène quoi, ces indicateurs-là que vous mettez? C'est assez frappant. Ben, c'est pour dire que la volonté politique, ce n'est pas des phrases. Si on décide de modifier le cours des choses, c'est possible. Parce qu'en fait, si nous disons que c'est impossible, alors on ne mérite pas d'être dirigeant. On est dirigeant parce qu'on est venu avec un projet et qu'on veut l'appliquer, on veut qu'il y ait un changement, et il n'y a pas de gémissement. Mais même si ça fait mal. Bon, je ne sais pas si ça fait mal. Parce qu'on gémit quand ça fait mal. Non, mais qui gémit? Ce n'est pas la population qui gémit, ce sont les dirigeants qui gémissent. Parce que si vous venez, vous dites, mais on a tout fait, mais les gens ne changent pas, machin et tout, mais allez voir là où ça a changé. C'est pour ça que le président Ali Bongo est allé au Rwanda. Pour s'inspirer de l'expérience. Absolument, c'est pour ça que Talon aussi est parti là-bas, pour s'inspirer de cette expérience. Parce que c'est quand même en fait... Qu'est-ce qui fait courir ces autorités, ces personnalités, à les prendre, s'inspirer de l'expérience du Rwanda? C'est la rigueur? Non, c'est pas tellement... la sévérité de l'homme? Qu'est-ce qui se passe là-bas finalement? On en parle un peu trop. Je pense que ce n'est pas tellement la rigueur. Bon, je prends un cas concret. Si on dit Kigali est aujourd'hui la 6e ville la plus propre au monde, très bien. Celui qui va partir au Rwanda, il va se rendre compte que les poubelles sont là, comme chez nous. Il y a une société d'assainissement, comme chez nous. Mais Kagame a ajouté le Rwandais. Il a dit au Rwandais, celui qui jette les papiers par terre, non seulement il paye une amende, mais il fait 3 jours en prison. Et là, maintenant, ça a arrêté. Et ce n'est pas une simple théorie, ça s'applique. Et là, ça a arrêté la saleté. Maintenant, 6e ville la plus propre au monde. Mais vous remarquerez chez nous que les pauvres agents d'Averda, pendant qu'ils sont en train de prendre les ordures et les mettre dans la poubelle, il y a quelqu'un qui passe par là, avec son pot de banane, il jette, et puis, parce qu'il sait que le type va ramasser aussi, puis mettre. Non, il ne doit pas jeter. S'il jette, on l'attrape, il est en prison, il paye une amende. Donc, ce sont des modèles qui sont là. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue ou de s'extasier devant ce qui se passe. On dit que, ah, là, voilà ce qu'ils ont fait, c'est bon, je prends ça, j'applique chez moi. Ouais, je pense que c'est un peu de ce sens. Alors, nous sommes là parce que nous sommes en attente d'une équipe gouvernementale et nous allons nous appuyer sur la volonté du président. Il a été assez clair. Il parle d'un état de crise. La situation économique n'est pas celle que nous voulons aujourd'hui. La situation financière n'est pas celle que nous connaissons, nous voulons aujourd'hui. Et il dit qu'il a pour cela besoin d'une équipe gouvernementale efficace, un gouvernement efficace. Allons-y sur les mots. Et un gouvernement qui soit résolument tourné vers l'action. Restons, pour emprunter le langage des internautes, restons sur ces 2 mots-clés. Efficace, gouvernement efficace. Ça sous-entend quoi exactement? Si l'on veut arriver à un gouvernement efficace, qu'est-ce qu'il faut faire?
Entendu que c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes Congolais. Ce n'est pas des Américains qui viendront au gouvernement. Ce sont les mêmes Congolais. Absolument. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, prenez le Congolais qui travaille à Total, ou qui travaille à Brasco, et le Congolais qui travaille dans la fonction publique. Quand il pleut, celui qui est dans la fonction publique reste à la maison, il attend que la pluie cesse. Et quand vous l'appelez, vous dites quoi? Non, il pleut. Voilà. Mais celui qui est à Total va prendre son parapluie, prend le taxi et va au boulot. Quelles que soient les conditions. Alors, pourtant, c'est les mêmes Congolais. Ouais. Dans ce qu'on vous dit, on n'ira pas chercher des Martiens, c'est avec ceux qui sont là. Donc, ce qui est en cause, c'est le moule. Le moule de la fonction publique, ce n'est pas le même moule que celui du secteur privé. J'avais applaudi les deux mains. Mais pourtant, ils restent tous des Congolais, c'est les Congolais. Non, j'avais applaudi les deux mains Oui. lorsque le Premier ministre avait annoncé en juin 2016 que désormais la fonction publique ne serait plus une colonie de vacances et qu'il allait mettre en place le mécanisme de gestion axé sur les résultats. Mais il n'y a que ça. L'efficacité, c'est la recherche des résultats. Vous avez des objectifs qui sont fixés, qui sont assignés, et vous avez des résultats attendus. Et on vous affecte les ressources appropriées pour que vous puissiez atteindre les résultats attendus. Bien, un peu comme dans l'armée, une mission, des hommes, des moyens. Bon, si au bout de la période qu'on vous a fixée, vous n'avez pas atteint l'objectif, sans état d'âme, on doit se séparer. Parce qu'on ne peut pas dire... Pourquoi vous ajoutez sans état d'âme? Mais vous auriez pu dire, quand on n'a pas atteint les résultats, on se sépare. Alors, les choses sont claires avec le taximan. Ouais. Le taximan, on lui a dit, c'est Benoît XVI, tu rapportes 20 000 par jour. Quand il rapporte 18 000, il sait qu'il a un pied dehors. Il n'a pas atteint les résultats. 3 jours après, il a toujours 18 000 ou 17 000. Quand on lui dit, rendez-moi les clés, c'est sans état d'âme, il rend les clés. Mais si vous n'avez pas fixé des objectifs clairs, ou bien s'ils ont été fixés, mais que lorsque vous constatez que les résultats sont insuffisants, vous ne dites rien, bon, c'est... C'est peut-être ça la difficulté à faire. Et pour ceux qui doivent l'implémenter, pour ceux qui veulent avoir des hommes tournés vers les résultats, comme on dit, vers l'action, pour ceux qui veulent, et pour tout le monde, voudrait avoir une équipe qui soit une équipe dynamique, une équipe de combat, comme on le veut. Mais bon, à quel moment on édicte, puisqu'il s'agit de la gestion axée sur les résultats sont donnés à quel moment? Au moment où vous êtes consulté? Monsieur Keynes, nous vous voulons le prochain ministre de cela. Vous avez dit, j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit là, vous avez prononcé le mot équipe. Oui. Bon, en anglais c'est team. Yeah. Bon. Et puis, il y a un autre concept aussi, team building. Une équipe, ça se construit. En principe, la première tâche, une fois qu'un gouvernement est mis en place, c'est d'organiser un séminaire gouvernemental où on va effectivement dire, bon, voici les orientations de l'équipe. En fait, il faut que tout le monde rentre dans ce nouveau moule. Mais en précisant aussi les règles du jeu. Mais en veillant en sorte que, en cours de match, que les règles du jeu ne soient pas modifiées. Donc c'est ça en fait. Il faudrait que, vous savez, l'équipe de football, c'est véritablement le meilleur exemple d'équipe. Vous allez constater par exemple que le numéro 8, peut-être le numéro 10 est défaillant. Mais les autres ne vont pas dire que bon, il est défaillant, ça c'est son problème. Il y aura des gens qui vont pallier ces défaillances-là en attendant qu'on arrive à la mi-temps ou alors que le coach lui-même ne le change. Donc, c'est comme si les trois mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Bon, solidarité, mais pas dans les bêtises. Solidarité dans la recherche des résultats. Voilà. Donc tout le monde recherche des résultats. Et pour revenir encore au cas du Rwanda, ce que j'ai retenu aussi, c'est que le FPR, le Front Patriotique Rwandais, qui est le parti au pouvoir, voilà, fait une pression constante sur chaque ministre pour obtenir les résultats, parce qu'il leur répète toujours
que si nous voulons conserver le pouvoir, il nous faut des résultats économiques et sociaux. Parce que si nous les avons, les populations vont se détourner de l'opposition et nous suivre. Mais si on ne les a pas, mais nous serons contraints maintenant de traquer l'opposition. Pour ça, on ne veut pas de ça. Donc, il faudrait que le parti au pouvoir, la majorité présidentielle aussi, puisse jouer sa partition. Et l'Assemblée nationale aussi. L'Assemblée nationale aussi doit faire pression au gouvernement. Voilà, sur le gouvernement pour obtenir les résultats. Parce que l'impression qu'on a, c'est que c'est le président de la République qui fait pression seul, et que les autres sont là, bon, c'est comme si ils avaient l'esprit ailleurs. Alors, moi c'est ce que je veux comprendre. Nous allons peut-être d'ici quelques heures ou quelques jours connaître la composition du gouvernement qui aura la mission d'être une équipe efficace, comme le dit le président de la République, une équipe qui soit tournée vers l'action. Mais vous parlez d'un séminaire au début comme pour bâtir l'équipe, la stratégie. Et bien comprendre aussi que nous sommes dans une phase de crise économique, de récession économique, et qu'il faut maintenant relancer la machine économique. Donc il y aura un débat. Les gens vont dire que... Au sein de l'équipe. Au sein de l'équipe. Voilà. On veut relancer l'économie à travers la consommation, on relance l'économie à travers l'investissement. Et c'est là aussi que... Ça, c'est le débat qui est engagé en interne. Qui devrait être engagé. Pendant ce séminaire. Qui doit être engagé. Bon, si on relance par la consommation, on est sur une fausse piste, parce que la relance de la consommation marche lorsque le pays produit l'essentiel de ce qu'il consomme. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour notre pays. Voilà. Si par exemple, en 2016, nous avons importé pour 500 milliards de denrées alimentaires, mais si vous relancez la consommation, ça veut dire que vous allez augmenter les importations. Et vous donnez du travail à ceux qui les produisent, mais qui sont à l'étranger. Et nous, ici, en fait, nous aurons maintenant un chômage. On est en quelque sorte au service de ceux qui produisent. Donc, vraiment, il reste que le volet investissement. Alors, l'investissement, l'erreur que nous avons commise jusqu'à présent, c'est de penser que nous ne pouvons nous reposer que sur l'investissement étranger. Et ça, c'est une hérésie. Parce que tous les travaux des grands économistes montrent que les pays occidentaux se sont développés et ont atteint le stade de développement en finançant les investissements à hauteur de 70% avec des capitaux internes. Il y a même un ouvrage célèbre. Hauteur de 70% de quoi? De la richesse nationale? Non. Le financement, c'est-à-dire que si, par exemple, nous avons besoin, mettons, de 10 000 milliards au titre des investissements sur, par exemple, une période de 5 ans, on dit, bon, 70% de ce montant, c'est au niveau national qu'on va trouver ça. Vous prenez une île comme Taïwan. Bon, Taïwan a bâti sa richesse sur le modèle des 4 E, c'est-à-dire éducation, donc investissement massif dans ce domaine de l'éducation, l'épargne, les entreprises et puis l'État. Alors, l'éducation, si vous voulez aller vers l'émergence, il vous faut des ouvriers qualifiés, ça c'est niveau bac, ouvriers hautement qualifiés, ça c'est bac plus 2, les ingénieurs de travaux, ça c'est bac plus 3, et puis les ingénieurs de construction.